Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous voir aussi nombreux pour cette première conférence qui inaugure ce cycle Images des sciences, sciences des images. Je vais juste vous dire quelques mots d'introduction sur le cycle en général et puis évidemment sur notre conférencier de ce soir, Pierre Léna, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être ici. Donc ce cycle, comme vous avez pu le voir, se composera de 8 interventions qui s'échelonneront dans des lundis jusqu'à début juin. Et l'idée générale de ce cycle, en fait, c'est de parler d'une forme d'aller-retour qui peut exister entre les images et les sciences, dans la mesure où la science, pour progresser, s'appuie très souvent sur des images, mais ces images, elles ne viennent pas de nulle part. Elles peuvent venir d'observations, mais elles peuvent aussi venir d'avancées techniques que les sciences elles-mêmes permettent pour concevoir de nouveaux instruments qui eux-mêmes permettent d'avancer dans la connaissance scientifique. Et c'est cette espèce d'aller-retour entre les images et les sciences qu'on se propose d'explorer dans ce cycle. Alors de manière très rapide, je vais balayer le voyage qu'on va faire dans ces images et ces sciences pendant ces 5 mois finalement. Ce soir, on va y revenir. On va commencer par une conférence qui est autour de l'astronomie et de la longue histoire humaine des images du ciel qui a permis, Pierre nous l'expliquera en détail tout à l'heure, de comprendre de plus en plus de choses, de voir de plus en plus de choses dans le ciel pour lequel on ne manque pas de s'émerveiller en permanence. Ah, j'ai pas ma présentation ? Alors, je n'ai pas ma présentation, donc je la fais sans support, je suis désolé. La prochaine conférence sera différente, puisque ce sera une conférence qui sera donnée par Marie-Paul Cany de l'École Polytechnique. Et là, on entrera dans quelque chose qui est en résonance avec ce qui est en train de se passer en ce moment avec le sommet sur l'intelligence artificielle, puisqu'on s'intéressera à des questions qui sont des questions de monde virtuel, de construction de monde virtuel, et en particulier de dialogue entre des modèles physiques sur lesquels peuvent s'appuyer des créations. Peuvent s'appuyer des créations informatiques et également comment est-ce que, là, cette fois-ci, on fait plus des allers-retours entre la pensée scientifique elle-même et les modèles créatifs qui viennent en particulier de méthodes d'intelligence artificielle. Ensuite, on aura Alain Chélotal, neurobiologiste, qui est aussi membre de l'Académie des sciences, comme Marie-Paul Cany et comme Pierre Léna, qui nous emmènera faire un voyage au cœur de l'embryon. Donc, cette fois-ci, on changera complètement de thématique, mais on verra quelque chose d'extrêmement fascinant pour aller observer non plus l'infinité lointaine, on va dire, du ciel comme on peut l'avoir aujourd'hui, mais ce qui se passe cette fois-ci à des échelles extrêmement petites et dans le monde du vivant. Ensuite, on aura quelque chose d'un peu différent, puisque Anne Cartier-Bresson nous parlera d'une passerelle entre art et science avec une histoire matérielle de la photographie. Et la photographie, c'est évidemment une des façons les plus importantes, mais pas la seule, de parler d'images, de fabriquer des images. Mais là encore, la photographie, c'est pas un monde unique, mais c'est quelque chose qui a suivi beaucoup d'évolutions, avec beaucoup de développements techniques qui, évidemment, ont conditionné les images que cela produisait. Et c'est quelque chose dont la science a fait beaucoup d'usage, mais qui aussi touche au domaine de l'art. Ensuite, on aura quelque chose de très différent, puisque David Chaval-Arias, qui est mathématicien, nous parlera de comment on peut avoir des représentations et des images qui n'ont rien à voir ni avec des photographies, ni avec des dessins, mais avec des représentations graphiques, essentiellement par des graphes d'interaction, par des réseaux, et en particulier pour visualiser les dynamiques sociales et les dynamiques cognitives. Ensuite, retour au dessin, cette fois. Donc on aura une conférence de Guillaume Lecointre qui nous parlera du dessin scientifique. Le dessin scientifique qui a longtemps été quelque chose d'extrêmement important avant la photographie, mais encore après la photographie, parce que le dessin en lui-même permet de rendre compte d'une façon différente et complémentaire de ce qui peut intéresser les scientifiques dans des domaines qui sont des domaines, là encore, très variés, puisque ça peut concerner la botanique, ça peut concerner aussi l'observation du ciel ou des animaux. Ensuite, on aura une conférence de Stanislas Dehaene,
qui est un spécialiste de l'imagerie par résonance magnétique, en particulier fonctionnelle, et de son utilisation pour explorer les mystères du cerveau. Et donc, il nous fera une conférence sur les progrès de la neuroimagerie et comment, grâce à ces progrès, où là aussi, il y a une empreinte extrêmement forte de la technique qui permet d'aller observer le cerveau dans son fonctionnement, eh bien, on apprend des choses sur la façon dont il nous permet de percevoir le monde et de le comprendre. Et puis on terminera par une conférence d'Étienne Gis, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, qui sera encore un peu différente dans son esprit, puisque la question qui est posée, c'est est-il possible de visualiser les mathématiques? Donc avoir aussi des images et fournies par les théories mathématiques et aussi qui permettent de les comprendre et de les explorer. Voilà, donc ça c'est un panorama rapide de ces 8 conférences, donc je peux que vous engager à venir au plus grand nombre possible de celles-ci. Et maintenant on va commencer par la première des conférences, donc celle-ci elle nous est donnée par Pierre Léna. Alors Pierre Léna est un astrophysicien qu'on ne présente plus, mais qu'on présente quand même. Donc c'est quelqu'un qui a marqué la science à beaucoup d'égards et qui continue à le faire. En tant qu'astrophysicien, il a été pionnier dans des explorations de l'astronomie par infrarouge. Il s'est aussi intéressé à des avancées techniques importantes qui étaient liées à de l'interférométrie, et il s'est intéressé à des problèmes de résolution, haute résolution pour l'imagerie astronomique. Il a été dans les pionniers du développement de l'optique, tu me corriges Pierre si je dis des bêtises, mais les pionniers de l'optique adaptative aussi, qui sont des techniques qui maintenant sont banalisées, mais qui ont révolutionné un certain nombre de techniques d'observation. Et à côté de ce qu'il a pu faire dans son parcours scientifique d'astronome, c'est aussi quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à des questions de transmission, d'éducation. Je rappelle qu'il a été à la fondation avec Georges Charpak et Yves Quéré de la main à la pâte, qui est une façon d'introduire la méthode d'investigation pour faire une meilleure diffusion de la connaissance scientifique auprès des plus jeunes. Il a toujours été intéressé à des problèmes d'éducation et de transmission et aussi de médiation. Et d'ailleurs, ce qu'il va nous raconter aujourd'hui peut être vu, comme il me le rappelait tout à l'heure, comme une forme de prolongation d'un projet qu'il avait développé il y a pratiquement une 50aine d'années avec Michel Serres, qui avait été diffusé en une série d'émissions sur la chaîne qui était la 7, qui était aussi déjà une façon de discuter sur les figures du ciel. Alors aujourd'hui, Pierre Léna va nous présenter ces images du ciel, une longue histoire humaine, qui est aussi supporté par un ouvrage qui a été publié très récemment, l'Atlas historique du ciel. Et je signale qu'à la fin de cette conférence, pour celles et ceux intéressés, il y aura une séance de dédicace qui sera possible ici et qui sera donnée par Pierre. Voilà, Pierre Léna. Merci beaucoup, cher Patrick. Bonsoir, mesdames, messieurs, chers amis. J'en vois de nombreux dans cet auditorium. Je vous remercie d'être venus malgré la pluie. Nous allons partir pour un voyage dans le ciel, un voyage qui couvre près de 6000 ans d'histoire, donc dont nous avons des traces historiques, ce qui ne veut pas dire qu'avant, les humains ne regardaient pas le ciel. Bien sûr. Dans tous les consonances, résonances, assonances que ce ciel peut produire chez les hommes et les femmes qui le regardent, j'ai retenu la science, puisque c'est le thème de la série. Ce mot figure 2 fois dans le titre de la série des conférences de l'Institut. Mais il y aurait bien d'autres aspects philosophiques, métaphysiques, religieux, spirituels, politiques, techniques à évoquer. Je ne le ferai pas, nous y passerions la nuit. Voilà. Alors, ce ciel, le voici tel qu'un œil humain le voit, avec sa sensibilité. Les astronomes disent que la limite des étoiles visibles par une belle nuit noire ont une magnitude égale à 6. Les étoiles plus brillantes sont visibles et les moins brillantes, qui sont évidemment beaucoup plus nombreuses, ne le sont pas parce que l'œil
ne les voit pas. C'est une vue prise du pôle Nord, un jour particulier, hein, et ce ciel au pôle Nord, il tourne autour d'un axe vertical, puisque l'étoile polaire se trouve exactement au zénith. C'est une vue assez originale, symétrique de celle que l'on peut avoir au pôle Sud, où évidemment on voit exactement l'autre moitié du ciel, le deuxième hémisphère, l'hémisphère céleste sud. Les habitants du pôle Nord ne connaissent donc jamais, s'il y en a, que la moitié nord de la voûte céleste et réciproquement pour les habitants du pôle Sud. Pour les hommes et les femmes qui vivent dans toutes les régions intermédiaires, eh bien, la situation est intermédiaire. On voit une grande partie de l'hémisphère nord, quand on est dans l'hémisphère nord, la totalité de l'hémisphère nord, plus les étoiles de l'hémisphère sud qui sont suffisamment proches de l'équateur céleste pour être visibles, soit l'été, soit l'hiver, réciproquement pour l'hémisphère nord. Donc voilà ce ciel qui est commun à l'humanité depuis qu'elle s'est levée un jour dans le désert d'Afrique et que la station de boue lui a permis de regarder le ciel. Encore que l'on sache bien que des oiseaux, et même peut-être un petit bousier, comme vous l'avez vu il y a quelques jours sans doute sur la France 5, les animaux regardent aussi les étoiles. Mais la station de boue, outre qu'elle est le facteur d'hominisation, nous disent les anthropologues, est aussi celui qui a facilité l'observation du ciel. Ce ciel, nous le dessinons. Voici la plus ancienne carte connue. Elle a été trouvée, elle date d'environ 1600 avant notre ère, elle a été trouvée à Nebra, en Allemagne, dans une fouille, et elle date de l'âge du bronze. C'est visiblement une carte céleste. On ne reconnaît pas très bien les constellations, encore que ce petit noyau de 7 étoiles que vous voyez à droite du bord de la Lune, plus probablement que du Soleil d'ailleurs, nous allons le retrouver tout à l'heure. Pendant des millénaires, l'homme n'a eu accès au ciel qu'à l'œil nu, et donc tous les humains étaient à égalité. La seule chose qui pouvait éventuellement les distinguer dans leur compréhension du ciel était l'intelligence qu'ils appliquaient à ce qu'ils voyaient. Mais nul instrument, sauf ceux qui leur permettaient d'améliorer les directions, les mesures, nous en verrons quelques exemples, n'était à leur disposition. Donc pendant ces millénaires, tous les êtres humains, comme même à me le rappeler Christian Gratalou, le co-auteur du livre que nous vous présenterons tout à l'heure et qui m'a fait la gentillesse de venir dans cette salle, il pourra donc dédicacer le livre avec moi tout à l'heure, que c'est un commun, peut-être le plus commun de tous les communs de l'humanité. Les arbres sont différents, les précipitations, la météorologie sont différentes, mais le ciel s'impose à nous de même manière. Donc voilà le premier dessin. Et puis voilà le dernier dessin, qui n'est plus un dessin mais une photographie, fait par le James Webb Télescope, dont vous avez une galerie d'images absolument prodigieuse sur Internet. On la feuillette. J'en ai retenu une, puisque sur cette image, on n'a que des galaxies. Et les plus proches sont en bleu, les plus lointaines sont en rouge, et la galaxie la plus lointaine jamais observée, avec un décalage spectral de 14, peu importe ce que ça signifie ici, a été découverte par le James Webb il y a quelques mois. Voilà, donc entre ces deux, eh bien, une très longue histoire. Une très longue histoire que l'on peut couper en deux, avant la lunette de Galilée et après la lunette de Galilée, puisque tout d'un coup, cet œil humain a été transformé. Cet œil humain, malgré ses limitations, est un outil prodigieux dont la nature, en environ 500 millions d'années d'évolution, donc il a mis du temps, nous a dotés. Il forme d'un objet une image sur la rétine, et la rétine est pavée de petits photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets pour la nuit. Les cônes sont plus serrés mais adaptés à la vision diurne, donc
et les bâtonnets sont moins serrés et adaptés à la vision nocturne. Donc on voit mieux les détails de jour que de nuit. La sensibilité de l'œil est assez prodigieuse. Son temps de pause est court, c'est environ 1/10 de seconde. C'est ce qui nous permet d'avoir cette sensation de continuité au cinéma. Mais sa sensibilité est prodigieuse puisqu'il est presque capable, dans la lumière jaune où il est le plus sensible, là où le soleil émet le plus de lumière, un effet de l'évolution évidemment, il est capable de détecter presque des photons individuels. Pas tout à fait, mais presque. Et puis évidemment, il y a une variabilité sur les individus. Donc quand il regarde le ciel, eh bien, il y voit des étoiles et puis aussi des phénomènes variables, comme cette comète ici photographiée au-dessus de notre observatoire européen au Chili. Et sur cette photographie, vous voyez aussi un petit amas d'étoiles, l'amas des Pléiades. En effet, l'œil a des limitations qui ont marqué cette histoire de l'astronomie jusqu'à Galilée et qui ont continué à marquer l'histoire des télescopes jusqu'à tout récemment. Ces limitations, c'est sa capacité à distinguer des détails. Parce que les bâtonnets de nuit ou les cônes de jour ne sont pas infiniment rapprochés les uns des autres, eh bien l'œil a un nombre fini de pixels, comme notre appareil photographique dans le téléphone. Si bien que la résolution de l'œil se compte en minutes d'arc et elle est d'environ 10 de minutes d'arc. Autrement dit, si nous regardons cet amas des Pléiades, eh bien une photographie de très bonne résolution en bas va distinguer non seulement les 7 étoiles des Pléiades, mais brillantes, mais encore beaucoup d'étoiles autour. Le flou s'installe pour l'œil qui a du mal à les distinguer. Et on a donc un très bon test d'acuité visuelle. L'image du bas a été floutée pour donner l'image du haut. Artificiellement, vous avez la Lune à la même échelle. Vous voyez que sur la surface de la Lune, de même, des détails plus petits que 8 minutes d'arc, à peu près la résolution de l'œil, eh bien, sont étalés comme le sont les images des étoiles. Darius, en moins 500 avant notre ère, ou Alexandre, en moins 300 avant notre ère, utilisaient les Pléiades comme test de recrutement des archers. Un archer doit avoir une bonne vue, et donc un archer, on lui demandait à l'examen d'embauche de dire combien il voyait d'étoiles par une belle nuit noire. Et s'il n'en comptait pas 7, il était disqualifié. Mais on peut refaire le test avec un enfant, parce que les enfants ont une vue en général plus aiguë, et c'est un test que vous pourrez faire. Alors, pour donner l'échelle du ciel, la Lune, c'est 1/2 degré dans le ciel. Elle se déplace avec le mouvement diurne dû à la rotation de la Terre de son diamètre en 2 minutes. Donc voilà, on a tout de suite une échelle qui vous permet de mettre à l'échelle cette image. Revenons au spectacle du ciel. Cette magnifique image de la Voie lactée a été prise dans l'hémisphère sud. Le centre de la Voie lactée est à peu près au centre de l'image. Derrière ces nuages sombres qui sont des nuages de poussière, comme on vise à la fois dans l'épaisseur de la galette, qui est la galaxie, et dans la direction la plus dense, c'est-à-dire le centre, eh bien on a des accumulations de poussière qui nous cachent en fait ce centre où se trouve un trou noir, mais ceci est une autre histoire. Ce magnifique spectacle m'amène à ces récits que les humains ont faits sur le ciel dans toutes les cultures, récits différents, puisque ces cultures ne se parlaient en général pas entre elles. Et ces récits se trouvent donc des projections de toutes sortes d'histoires humaines sur la voûte céleste. Des très belles projections, comme par exemple le chemin de Saint-Jacques qui marquait la direction vers le sud par les belles nuits d'été pour les pèlerins de France ou des Pays-Bas qui se rendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le trajet des âmes pour les Indiens Navajo. Les zones brillantes sont les feux de camp
que les morts allument dans leur long trajet vers le repos éternel, ou encore les amants chinois, le berger Nulang et la fée Jinu, qui sont séparés par la colère de la mère de la fée et qui sont mis d'un côté et de l'autre d'un fleuve de lumière qui est la Voie lactée qu'elle fait apparaître dans le ciel. Ces légendes sont toutes très belles et il y en a beaucoup d'autres. La Voie lactée, c'est un semis d'étoiles qui nous apparaît difficilement ici, qu'on voit très bien sur cette photographie du satellite Gaïa, un observatoire européen, un petit télescope d'ailleurs, mais qui a compté depuis quelques années les étoiles de la galaxie, faisant au fond ce que faisait déjà l'astronome du Petit Prince, c'est-à-dire compter. Lui en a compté 1,7 milliard, et évidemment en donnant à la fois leur position, leur couleur, et leur déplacement. Gaïa est une magnifique réalisation européenne de cartographie de cette Voie lactée. Cette Voie lactée qui nous apparaît comme un nuage laiteux, et il faudra attendre Galilée pour qu'elle se révèle à la lunette comme un semis d'étoiles qu'elle est ici. Voilà la légende chinoise de Nulang et de Jinu que vous voyez de part et d'autre, séparés. C'est une belle légende qui est présente dans la culture chinoise aujourd'hui, puisque c'est le jour où elles peuvent, une fois par an, les amoureux peuvent se rejoindre. Eh bien, c'est le jour où on célèbre les mariages en Chine, et pour se rejoindre, un vol d'oiseaux, des pies, viennent jeter un pont sur la Voie lactée. Voilà, une parmi une quantité de légendes inspirées par cette Voie lactée. Alors, les constellations sont évidemment des étapes suivantes de récits, c'est-à-dire les formes permettent des récits. Je retiens cette image parce que pour nous, les constellations, c'est la Grande Ourse, c'est Orion, ce sont des figures faites par des étoiles, mais pour les Incas, c'est les figures faites par ces nuages sombres de poussière que je vous ai présentés il y a quelques instants. Ils voient dans ces nuages l'Yama, le lama, bien sûr, Yutu, le taureau, ou le crapaud, ou le serpent, ou même le bébé lama. Voilà. Si vous avez l'occasion de visiter l'admirable musée d'anthropologie de Mexico, vous verrez une immense carte de la Voie lactée où figurent justement toutes ces constellations négatives, en quelque sorte, des Incas. Nous n'avons malheureusement conservé que très peu de choses de ces civilisations amérindiennes concernant le ciel. Voilà un autre mode de représentation qui nous est plus familier, c'est celui des constellations dans les grands atlas célestes rédigés à partir du XVe, XVIe siècle et qui donnent libre cours à la fois à l'imagination, que vous voyez ici dans la beauté des dessins, mais aussi à la précision des positions des étoiles avec les systèmes de coordonnées du ciel. Je vais y revenir. Voilà ici la lyre, le cygne, le lézard, le renard. L'atlas de Flamsteed est un atlas professionnel pour astronomes qui date de la fin du XVIIIe siècle. Alors, repérage, justement. Les légendes, c'est bien beau, les images, c'est magnifique, mais si on veut utiliser une image, il faut pouvoir repérer la position de ce qu'elle contient. Alors, c'est un peu délicat, parce que sur un plan, c'est facile, mais sur une sphère, la sphère céleste, qui est une abstraction elle-même, mais une abstraction tellement commode et évidente au regard qu'elle a été adoptée depuis très longtemps, disons depuis le VIe siècle avant notre ère, par les Grecs autour de la Méditerranée. Donc, il faut se repérer, parce que l'image, alors, devient une carte. Et se repérer sur une sphère, c'est imaginer ce que nous appelons un système de coordonnées. Alors, la visualisation de ce système sur les lampes japonaises est très facile, et vous la voyez un peu plus graphiquement construite. C'est un système de latitude, de longitude, avec deux pôles, un équateur, qui se projette très bien sur la sphère céleste, puisque pôle nord, pôle sud sont les directions dans lesquelles les étoiles n'ont pas de mouvement apparent.
Elles ont un mouvement, mais il est séculaire, c'est la précession des équinoxes, qui correspond à une variation de l'orientation de l'axe de la Terre, mais à l'échelle d'une vie humaine, ou même de quelques siècles, cette précession devient mesurable, mais reste très petite. Donc c'est toujours le pôle Nord qui est le pôle Nord, hein, dans le ciel. Et évidemment, sur la sphère, on a des cercles. Le cercle et la sphère, à la fois pour des raisons philosophiques, métaphysiques, théologiques, sont la perfection pour Platon en particulier. Dans le Timée, le cercle et la sphère sont magnifiés comme les courbes parfaites, reflets de la présence du divin dans le monde créé qui est celui auquel nous accédons. Aristote, bien sûr, élève de Platon, adopte cette position et Euclide va, à la suite de Pythagore, faire du cercle un objet géométrique compréhensible et un objet merveilleux. Aussi, les deux astronomes qui vont suivre, qui vont marquer toute l'Antiquité et les siècles qui vont suivre, Hipparque et Ptolémée, vont construire leurs représentations du ciel, qui ne sont plus des images, qui ne sont plus seulement des images, mais également des images mentales. Ils vont construire leur représentation sur ces deux figures que sont le cercle et la sphère. Et en particulier, les longitudes et latitudes célestes existent chez Ptolémée avant les longitudes et latitudes terrestres. Nous devons nos cartes terrestres et la grille qui les recouvre, pour une surface de la Terre également sphérique, à la cartographie céleste. Ce que les cartographes, mon ami Christian Grattalou, ne manquent jamais de reconnaître cette dette aux étoiles qu'ont les géographes. Alors, l'étape suivante, ça consiste à animer le système, parce que le ciel est non seulement marqué par la permanence des objets. Alors, les objets pour cette période sont très simples, en dehors des événements rares et exceptionnels que sont les comètes ou les étoiles filantes. Les objets, ils sont au nombre des étoiles, d'un côté, fixes sur la sphère céleste, tournant avec la rotation diurne, et puis 7 objets, qui sont les 7 jours de notre semaine, qui vient de là, le Soleil et la Lune, et les 5 planètes visibles à l'œil nu. Donc, les mouvements réguliers du Soleil, un tout petit peu moins réguliers de la Lune et beaucoup moins réguliers des planètes, en particulier les planètes proches de la Terre, Mercure, Vénus et Mars, tous ces mouvements, il faut aussi se les représenter. Et là, l'image plane n'est plus suffisante, d'où la nécessité de construire une sorte de planétarium à 3 dimensions qu'on va appeler la sphère armillaire. Nous n'avons pas gardé trace, en dehors des écrits du Timée, de celle que Platon avait certainement, puisqu'il mentionne l'existence d'une sphère armillaire. Vous en avez ici une beaucoup plus récente, dans laquelle on voit à la fois les graduations qui renvoient aux latitudes célestes, la présence du méridien, et puis le cercle de l'équateur et aussi le cercle de l'écliptique, exagéré ici parce qu'on peut le varier, mais l'angle n'est pas aussi important. Il fait 23 degrés, ici il en fait presque 70 entre l'écliptique et l'équateur. Voilà. Mais cet objet est une prolongation de la carte, du dessin, de l'image, sur lequel on peut faire des mesures, on peut faire construire une représentation mentale du ciel. Il a représenté un progrès majeur dans la capacité de se représenter mathématiquement le rôle des cercles et des sphères, par exemple, de déterminer pour une étoile qui n'est pas sur l'équateur céleste, laquelle se lève exactement à l'est et se couche exactement à l'ouest et décrit donc exactement un demi-cercle, de déterminer pour une autre étoile, par exemple plus près du pôle, quelle est la fraction de temps qu'elle passe au-dessus de l'horizon et quelle est l'heure à laquelle elle se lève et à laquelle elle se couche. C'est évidemment une problématique qui va traverser pratiquement tous les siècles entre Ptolémée
donc fin du IIe siècle de notre ère, et la Renaissance, celle de disposer d'un calculateur. Et la sphère armillaire n'est pas idéale parce que c'est encombrant à transporter, et, y compris à dos de chameau, et c'est coûteux à fabriquer. Une invention extraordinaire est l'invention de l'astrolabe, qui date des premiers siècles de notre ère, et dans lequel on utilise une propriété mathématique utilisée également pour les cartes terrestres, qu'on appelle la projection stéréographique, et qui fait cette chose miraculeuse que j'aurais pu développer ici, c'est-à-dire qu'elle permet de transformer les cercles de la sphère céleste et de la sphère armillaire, tels que vous les avez vus à l'instant, en cercles sur un plan. Les 3 dimensions deviennent 2 dimensions. Alors, pas pour toutes les courbes, vous en voyez certaines ici, les parallèles sur la sphère, qui ne sont pas des cercles. Mais on a maintenant un planétarium à 2 dimensions, facile à construire, pas cher et transportable dans sa poche si on en fait un petit. L'astrolabe va connaître un succès foudroyant entre le 6e, 7e siècle et le 15e siècle. Gerbert d'Aurillac, qui deviendra le pape de l'an 1000 sous le nom de Sylvestre II, va apprendre à Tolède des astronomes arabes qui travaillent à Tolède comment faire un astrolabe, et évidemment, devenu pape à Rome, il va contribuer à répandre cet instrument qui va pratiquement circuler dans toute l'Eurasie, depuis Tolède, à l'extrême ouest, jusqu'aux frontières de la Chine, à l'extrême est. C'est un instrument qui permet à la fois de viser une étoile, de déterminer sa hauteur, mais aussi de calculer pour une latitude donnée. Et si on change de latitude, on a plusieurs cercles, d'où la nécessité de cercles démontables. Permet de déterminer l'heure du lever et du coucher d'une étoile. Naturellement, l'extension de l'islam, qui va couvrir presque toute l'Eurasie, Chine exceptée, va jouer un rôle fondamental dans la diffusion de cet instrument et aussi des visions astronomiques d'Hipparque et de Ptolémée et d'Aristote également, puisque la pratique de la religion islamique demande un certain nombre de connaissances astronomiques élémentaires. J'en ai reporté une ici. Il faut savoir la direction de la Mecque. Et la direction de la Mecque, on ne peut la déterminer qu'à partir de la latitude, de la longitude du lieu. Et pour cela, on a besoin du ciel. Donc vous avez ici quelques directions de grandes capitales. Delhi, après que les Arabes soient installés en Inde, Damas et Bagdad, évidemment, la direction de la Mecque est indiquée. Donc la pratique de la religion demande une fréquentation quantitative du ciel. C'est certainement un facteur très important pour ce qu'on a appelé l'âge d'or des sciences arabes, qui va du 7e ou 8e siècle jusqu'au 14e. L'astrolabe y a été pour beaucoup. Un autre exemple de constellation sont les constellations chinoises. La Chine, j'ai dit que le monde islamique s'est arrêté aux frontières de la Chine, après d'ailleurs une bataille perdue et qui n'a pas permis la progression vers l'Est. La Chine a connu un développement de l'astronomie très important depuis au moins 20 siècles avant notre ère, au moins 40 siècles avant notre ère. On a des attestations qui datent d'environ moins 4000. Mais le rapport au ciel est entièrement différent de celui des Grecs ou du monde chrétien ultérieur. C'est un rapport d'une conception profondément unitaire entre les phénomènes célestes et les phénomènes terrestres. Tout est relié et il ne se passe rien d'un côté ou de l'autre qui n'ait un comportement sur le côté opposé. L'exemple en est la structure du pouvoir en Chine, qui est reliée
au ciel de deux manières. L'empereur est appelé fils du ciel et il reçoit pour exercer sa charge un mandat du ciel. Ces deux notions viennent à peu près du 5e siècle avant notre ère, un peu avant l'époque des royaumes combattants. Et donc, les constellations ne représentent pas, comme elles le font pour nous, des légendes merveilleuses, Céphée, Andromède, etc. Mais elles représentent ce rapport intime entre la réalité céleste et la réalité terrestre. Rapport intime que l'astronome, astrologue, est chargé de surveiller attentivement, au prix parfois de perdre sa tête s'il a fait des erreurs, c'est arrivé. Et les événements qui se produisent dans le ciel doivent être notés scrupuleusement parce qu'ils portent tous un message. Une comète porte un message. Une nouvelle étoile, que les Chinois appellent étoiles invitées, porte un message. Nous savons qu'il y a des novas, des supernovae dans le ciel qui sont provisoires. Et donc, il importe que la cartographie du ciel que vous avez à gauche reflète la cartographie de l'Empire. L'empereur était évidemment au pôle, c'est la région jaune, le pivot céleste, c'est autour duquel tourne toute la société. Et la société, eh bien, il y a par exemple la région des marchés, il y a le siège de l'empereur, il y a ceci est marqué par des murs, etc. Donc il y a toute une terminologie extrêmement dépouillée, extrêmement détaillée, que vous pouvez voir à droite sur une autre carte très ancienne, qui est la carte trouvée à Dunhuang, et dans laquelle on voit la maîtrise de position, avec à nouveau des traces de méridiens et de parallèles, et le nombre d'étoiles identifiées. Les catalogues de cette époque en comptent à peu près 1 millier, comme celui de Ptolémée ou d'Hipparque, qui correspond aux étoiles assez brillantes pour être commodément observées à l'œil nu. Alors, j'ai déjà utilisé le mot mouvement, car tout bouge dans le ciel. Les étoiles se lèvent et se couchent, le soleil aussi, les planètes bougent, mais pas exactement comme les étoiles, et puis peuvent bouger aussi d'autres événements inhabituels comme les comètes ou autres. Alors, la phrase d'Aristote, le temps et le nombre du mouvement, dit bien le lien qu'il y a entre ce mouvement céleste et puis le temps dans lequel nous sommes immergés et que nous souhaitons mesurer. La mesure du temps est donc liée à ce mouvement des astres et elle a commencé avec le cadran solaire. Donc vous avez ici une représentation extrêmement simple. On peut sophistiquer les cadrans solaires, mais le principe de base n'a pas bougé depuis 3000 ans. Et ceux que vous voyez dans la cour de l'Institut, l'un qui a été installé au XVIIe siècle et l'autre qui a été réinstallé récemment, sont l'illustration de cette continuité du temps et de sa mesure par rapport au ciel. Alors, il est intéressant de voir, en prolongeant l'image précédente sur la Chine, que l'invention fondamentale de la mesure du temps avec un instrument consiste à découper en tic-tac, tic-tac, c'est un temps découpé qui nous permet de compter les secondes, les minutes, les heures, un écoulement continu. Héraclite comparait l'écoulement du temps à celui d'un fleuve. Il y a une continuité, rien n'interrompt la continuité de l'écoulement du temps. Comment faire une horloge qui transforme cette continuité en tic-tac ? Le problème s'est posé depuis très longtemps, à la fois en Occident et en Chine. On savait faire des horloges à eau qui étaient des clepsydres et dont le chronométrage consistait simplement à peser la quantité d'eau qui était tombée et à en déduire le temps écoulé. Voilà. Si vous essayez de cuire un œuf à la coque de cette manière, je crains qu'il ne soit pas toujours point. Donc il fallait inventer
une transformation de la continuité en tic-tac. Eh bien, l'astronome Shusong l'a fait à Pékin à la fin du XIe siècle en inventant ce dispositif merveilleux qu'on appelle l'échappement. Pour inventer l'échappement en Occident, il a fallu attendre Huygens, c'est-à-dire la fin du XVIIe siècle. Huygens a été membre de l'Académie des sciences dès sa création en 1658-59, et vous avez ici l'illustration de l'échappement. Vous voyez comment le mouvement continu, qui est celui de la chute d'un poids ou de l'écoulement de l'eau ou toute autre source d'énergie mécanique, est transformé en ce fameux tic-tac. Donc, là encore, l'habileté des artisans chinois est extraordinaire. Et vous voyez d'ailleurs sur cette reconstitution de cette horloge qui a été détruite, mais qui est bien documentée par des documents de l'époque, vous voyez à nouveau le lien ciel et temps, puisqu'elle contient à la fois une sphère armillaire qui tourne dans la partie supérieure, entraînée par cet axe vertical qui manifeste le transfert de l'énergie de rotation, et puis aussi, un peu plus bas, une sphère céleste qui va contenir les étoiles et qui va permettre de repérer leur position. Alors, une autre étape intéressante de ce processus de science des images et d'image des sciences, c'est celui du passage d'une image physique à la représentation mentale. Sphère céleste, disque de bronze, sphère armillaire, astrolabe sont toujours des images géométrisées, plus ou moins, mais ce sont toujours des images. Mais la représentation, qui va être une question fondamentale, de la réalité des mouvements du Soleil, de la Lune et planétaires dans l'espace, demande de franchir une étape supplémentaire, c'est-à-dire une représentation mentale dans laquelle on va être amené à décider de questions qui vont rester fondamentales entre le 5e siècle avant notre ère, Aristote, Platon, jusqu'à la Renaissance, nous y arrivons, Copernic, Galilée, à savoir cette représentation mentale. Est-ce que nous la représentons en ayant la première hypothèse, c'est-à-dire une sphère céleste qui tourne, entraînant le mouvement diurne des étoiles, un soleil qui tourne autour de la Terre, entraînant son mouvement quotidien, à la fois mouvement diurne et puis mouvement au fil de l'année, ou bien, seconde hypothèse, une Terre en rotation avec un ciel fixe. La Terre est à ce moment-là au centre, mais elle tourne. Et c'est une vision du grec Héraclite du Pont, qui est une vision intéressante, puisque l'argument qu'il donne, c'est un argument de simplicité. C'est plus simple de faire tourner la Terre que de faire tourner toutes les étoiles, de la composition desquelles il n'avait absolument aucune idée. Et puis, la proposition qu'on peut appeler révolutionnaire, si on veut, consiste à mettre la Terre en mouvement au centre avec les étoiles fixes ou mobiles, selon que la Terre tourne sur elle-même ou pas, pour Aristarque de Samos, dont on a perdu toutes les œuvres. Donc nous ne connaissons l'œuvre de ce très grand astronome et penseur grec que par les citations qu'en fait Archimède, dont nous avons les textes. Alors pour Aristarque, le Soleil est au centre. Et le débat va marquer les 15 premiers siècles qui vont suivre entre ces deux hypothèses, confortant la première sur un certain nombre d'arguments qu'il serait un peu rapide aujourd'hui de considérer comme insuffisants ou ridicules. Il fallait avoir quelles étaient les expériences cruciales qui permettaient de décider entre ces deux hypothèses. Les arguments qu'Aristote avance, qui dit la Terre ne peut pas tourner, elle doit être au centre, tout tombe vers son centre où qu'on soit sur Terre,
sont des arguments qui finissent par convaincre de grands esprits comme Hipparque, le plus grand astronome de l'Antiquité, ou Ptolémée, qui lui succède, qui est plutôt géomètre, mathématicien, c'est que le modèle où la Terre est centrale et fixe est le bon modèle et la bonne représentation mentale. Et pour faire fonctionner cette représentation mentale en représentant néanmoins de façon correcte les mouvements un peu irréguliers des planètes, eh bien Ptolémée va inventer des systèmes de cercles parce que rien d'autre que le cercle n'est inimaginable puisqu'il est le reflet de la perfection et un outil géométrique particulièrement aisé à manipuler. Et donc les mouvements des planètes vont devenir compliqués parce qu'ils se déplacent sur un cercle dont le centre lui-même se déplace sur un autre cercle, qui n'est d'ailleurs pas parcouru tout à fait à vitesse constante. Enfin, le modèle de Ptolémée devient très compliqué, mais il a l'immense mérite de construire des tables qui donnent pour chaque jour de l'année, pendant les siècles à venir, des positions planétaires, des prévisions d'éclipses qui sont d'une qualité que personne ne va arriver à dépasser pendant très longtemps. Donc ce qui fait le succès du modèle de Ptolémée, c'est sa capacité de prévision. C'est une réalité de l'aventure scientifique que l'on retrouve très souvent, jusqu'au jour où la capacité de prévision est mise à mal par une meilleure mesure ou par une représentation mentale plus subtile, plus simple et plus adéquate, qui néanmoins rend compte des faits observés, et c'est alors qu'on change de paradigme, comme on dit, sans jeter du tout ce qui a précédé, mais en reconnaissant les limites. Voilà, donc le géocentrisme après Ptolémée et jusqu'à la Renaissance. Nous arrivons donc à la Renaissance. Et là, je vous parle d'abord de Tycho Brahe. Tycho Brahe est un grand seigneur danois, fort riche, qui fait construire dans une petite île, qui est là sur la carte, au large de Copenhague, l'île de Ven, un observatoire qui est un véritable centre de recherche scientifique, avec élèves, techniciens, ingénieurs, leçons, cours, etc., qui s'appelle Uraniborg. Et dans son château, il met au point, ayant les ressources financières pour cela, des instruments exceptionnels. J'ai dit tout à l'heure que la capacité de perception des détails de l'œil, même des bons archers de Darius, était de l'ordre de 8 à 10 minutes d'arc. Tycho Brahe n'a pas un œil plus extraordinaire que les autres, mais il a certainement beaucoup plus de ténacité. Et à l'aide de ces très grands instruments, il va mesurer la direction de telle ou telle étoile, de tel ou tel phénomène, à tel ou tel moment. Il a une horloge, évidemment. Et la perfection de ces mesures de direction entre la position d'une planète et les étoiles qui l'entourent, qui elles sont fixes, donc sont positionnées sur les cartes, est presque 10 fois meilleure que tout ce qui avait été fait avant lui. Je l'appelle le plus grand et le dernier des astronomes à l'œil nu. Ces éphémérides, ces cartes du mouvement de la planète Mars, ont une précision de 1 minute d'angle. Le cadran, le grand cadran qu'il utilise, dont vous avez une image à gauche, vous voyez où on met l'œil, on est toujours à l'œil nu, on pointe le ciel, fait 6 mètres de longueur. Et évidemment, plus c'est long, eh bien, plus la précision d'observation répétée, puisqu'il va refaire un grand nombre de fois la même observation et prendre la moyenne, comme nous le faisons aussi quand nous voulons améliorer la précision d'une estimation. Avec Tycho Brahe, qu'on va accompagner quelques minutes encore, le ciel qui jusque-là était plat acquiert une troisième dimension. Ptolémée avait spéculé sur la distance des planètes. Aristarque avait été capable de faire une mesure assez bonne de la distance de la Lune à la Terre et une estimation hasardeuse, par chance, pas trop mauvaise, mais par chance, de la distance de la Terre au Soleil. Mais au-delà,
les distances étaient totalement non définies. Donc le ciel avait une profondeur sans en avoir une, puisqu'on n'en avait pas idée. Et puis tout au fond, derrière, en toile d'arrière-plan, figurait cette sphère des étoiles fixes. Alors, c'est Tycho Brahe qui donne à notre ciel une troisième dimension. Et là, il a de la chance. En une dizaine d'années, 2 phénomènes vont se produire. Il n'est plus dans l'île de Vênes, il s'est disputé avec le nouveau prince du Danemark et il s'est réfugié à Prague. Et à Prague, premier phénomène, il voit une supernova, une étoile qui va être visible en plein jour dans toute l'Europe. Elle va durer quelques semaines, assez longtemps pour être bien observée, bien mesurée par rapport aux étoiles voisines. Vous avez ici la position de la supernova de 1572. Je l'ai remise dans le ciel du 11 novembre 1572 depuis Prague. Et on l'observe à un autre endroit. Et aux surprises, même si cet endroit est distant de Prague de 1000, 2000, 3000 kilomètres, ça peut être Paris, ça peut être en Italie, eh bien, elle est exactement au même endroit par rapport aux étoiles. Ceci pose question. Et la question est reposée pour le second événement, l'apparition d'une magnifique comète qui va être vue dans toute l'Europe et qui va rester quelques mois. Vous l'avez ici, dans le ciel de Prague, le 1er novembre 1577. Vous voyez, c'est 5 ans après. Alors on a la trajectoire de cette comète, l'orientation de sa queue, tout ça est rigoureusement ce que voyait Tycho Brahe. Et à nouveau, même mesure sur la surface de l'Europe et même constatation, la comète est au même endroit d'où qu'on la voit. Et ceci a à voir avec ce que j'appelle le doigt et l'œil. Expérience que chacun peut faire et a sûrement faite. Je mets mon doigt au bout de mon bras, je cligne l'œil droit puis l'œil gauche et je vois que le doigt s'est déplacé par rapport à l'arrière-plan. S'il est plus près, le déplacement est plus important. Puis si je le mets beaucoup plus loin, le déplacement est beaucoup plus faible. Donc le déplacement est une mesure de la distance, à condition de connaître la distance en centimètres entre mes deux yeux. Alors là, les deux yeux, c'est une observation à Prague et une observation à Rome, mais la distance est donc de quelques milliers de kilomètres, mais le principe du doigt et de l'œil est le même. Et si, en clignant œil droit, œil gauche ou Prague, Rome, je ne vois pas la comète se déplacer par rapport aux étoiles, c'est qu'elle est beaucoup plus loin que la Lune. Et un calcul géométrique élémentaire permet à Tycho de dire ce que veut dire ce beaucoup plus loin. Ce sont des centaines de milliers de kilomètres, même si le kilomètre n'était pas l'unité de l'époque. Donc, le ciel acquiert une profondeur. Les objets s'étagent en profondeur et la vieille hypothèse d'Aristote qu'au-delà de la Lune, rien ne changeait jamais dans le ciel est fausse, puisque Tycho, par 2 reprises, l'a mise en échec sur ces 2 magnifiques observations. Arthur Koestler, dans son livre « Les somnambules », qualifie Copernic, Tycho et Kepler de somnambules. Ce sont les derniers astronomes à l'œil nu, mais très différents. Copernic fait des calculs, Tycho observe et calcule fort peu, le modélise fort peu, et Kepler calcule et réfléchit énormément. La question que Kepler aborde et qui fait basculer notre vision du ciel dans la modernité est le mouvement de la planète Mars. Ptolémée, je l'ai dit, avait rendu compte de ce mouvement un petit peu étrange qu'on appelle une rétrogradation de la planète, que vous voyez ici, qui s'est produit il y a quelques jours. Mars est dans le ciel et nous avons une trajectoire qui subit la même chose.
À l'époque, l'interprétation était, dans le modèle de Ptolémée, une combinaison de mouvements de cercle que j'ai décrite pour produire cela et pour le prédire avec précision. Copernic donne à ce mouvement une autre interprétation. C'est un reflet de la rotation de la Terre autour du Soleil. Qui a raison? Copernic, dans son interprétation, est encore un homme de l'ancien temps. Il utilise des cercles parcourus à vitesse uniforme, comme Aristote l'avait prescrit, à cause de leur perfection. Kepler va plus loin. Il a été, par miracle, en quelque sorte, à Prague, l'étudiant de Tycho Brahe. Et Tycho, constatant que Kepler est vraiment un esprit très brillant, lui enlève plus précisément les observations de Mars, très précises, comme je l'ai dit, qu'il avait données à un autre étudiant, alors qu'il avait donné Jupiter à Kepler, et il dit échangez donc, et il donne Mars à Kepler. Mars bénéficie ainsi d'observations d'une planète qui a le plus grand écart de toutes les planètes du système solaire à un mouvement circulaire. Et donc, après avoir pendant 8 années tenté de réconcilier le modèle de Copernic avec le mouvement de Mars, il baisse les bras et il dit ce n'est pas possible, Mars doit décrire une ellipse. C'est l'abandon du cercle qui avait marqué 23 siècles d'astronomie et de mouvement du ciel pour l'ellipse. Alors, on comprend les rétrogradations de Mars dans le modèle de Copernic que vous avez à droite. On voit bien que la direction de Mars, en fonction du mouvement de la Terre et du mouvement de Mars, change, mais on comprend aussi ce qui est à gauche, c'est-à-dire que ce mouvement représenté sur une longue période, ici ce sont les observations de Tycho, dont hérite donc Kepler entre 1580 et 1596, vous avez les boucles successives, mais regardez bien, les boucles ne sont pas régulièrement disposées. Tantôt elles sont serrées, tantôt elles le sont moins. C'est le reflet du mouvement elliptique de Mars, vu de la Terre qui elle-même est sur une ellipse. Kepler va en déduire les lois du mouvement céleste des planètes qui portent son nom, les 3 lois de Kepler. C'est un progrès absolument gigantesque qu'il a fait, je le répète, sur la base d'observations à l'œil nu. Il publie ses travaux en 1610, l'année même où va se produire la fin de l'œil nu. Galilée dispose d'une lunette développée aux Pays-Bas qui a été envoyée au Doge de Venise avec des applications militaires évidentes. Galilée courtise volontiers le Doge de Venise. Il acquiert le principe de la lunette, il polira lui-même ses lentilles et il pointe sa lunette vers le ciel. Le 30 novembre 1610, le voilà qui pointe le ciel de Padoue, c'est exactement le ciel vers 1h du matin, hein. Et vous avez la planète Jupiter sur l'écliptique, là, et il voit les 4 satellites de Jupiter tels qu'il les dessine, son dessin original à droite, hein, et il voit que ces satellites tournent autour de Jupiter, et donc tout ne tourne pas autour de la Terre. Ce n'est pas une preuve du système de Copernic, mais ça lui suffit pour affirmer que le système de Copernic est le bon système, la Terre n'est pas au centre. Quelques nuits plus tard, il verra la Lune, il verra les montagnes de la Lune, il va accumuler, j'en ai indiqué 2 ici, mais il va accumuler les découvertes, la phase de Vénus, le croissant de Vénus, confirmation additionnelle du mouvement de Vénus autour du Soleil. Donc nous entrons dans la 2e époque. Et il faut que j'accélère un peu. 2e époque dans laquelle on va faire des images avec des instruments, télescopes, lunettes,
après qu'on ait quand même fait des images avec la caméra obscura, ce simple trou percé dans une paroi qui permet, sur un drap, vous avez une gravure du temps de Al-Essam, le grand savant du Caire, à l'aube du XIe siècle. Mais évidemment, la lunette astronomique permet, sur la compréhension des phénomènes de réflexion et de réfraction, on trouve les noms de Descartes et de Newton, de travailler avec la lumière, avec de véritables images, et puis la lumière est décomposée, son spectre donne des informations sur la source de la lumière, en particulier au début du XIXe siècle, la présence de raies noires dans les spectres va renseigner sur la composition des étoiles. Aujourd'hui, notre grand télescope européen, qui sera inauguré dans 2 ans, ou 3 ans, au Chili, n'est qu'une prolongation raffinée, soit, de ces instruments nés au début du XVIIe siècle. Alors, jusqu'à maintenant, on s'intéressait aux objets, leur position, leur mouvement. Newton est passé par là, évidemment, avec la gravitation universelle, mais la composition des objets restait mystérieuse, celle du Soleil autant que celle des étoiles. C'est entre vers 1850-1860 que naît ce qui va s'appeler l'astrophysique. Ça ne s'appelle pas comme ça d'ailleurs à l'époque. On peut mesurer à partir de la lumière d'une étoile des propriétés physiques de l'étoile. Par exemple, sa température. Vous avez ici une carte sur laquelle vous reconnaissez la Grande Ourse, et puis d'autres étoiles qui ont chacune une couleur qui est la couleur de leur lumière. Alors, l'œil a du mal la nuit à discerner les couleurs. La nuit, tous les chats sont gris, chacun sait. Mais de fait, ces étoiles ont des couleurs différentes que la photographie mesure très bien. Et leur température s'étage, ici, pour les plus rouges, entre 3000 degrés jusqu'à plus de 20 000 degrés. Donc, voilà le premier accès, il y en aura bien d'autres, à la nature physique des étoiles. La photographie va apporter un élément supplémentaire. Non seulement maintenant on a un instrument, la lunette ou le télescope, capable de former des images, mais encore ces images peuvent être échangées, enregistrées, et elles donnent à l'observation une objectivité que le dessin n'a jamais eue. Parce que le dessin, c'est la subjectivité du dessinateur, peut-être très doué, qui doit être partagée et acceptée par ceux qui regarderont le dessin ultérieurement. L'objectivité de la photographie, dont on retrouve l'écho dans le terme même de la lentille de l'appareil photographique, que nous appelons objectif, vient bouleverser l'astronomie. Vous voyez ici le rapport de M. Arago, qui présente à l'Académie des sciences le 30 août 1839 la découverte de Niepce et de Daguerre. Niepce est mort depuis maintenant 6 ans. Il a pris la première photographie, la célèbre Point de vue du Gras, en 1827. En 1839, Daguerre photographie la Lune. C'est la première photographie astronomique. Je ne l'ai pas retrouvée dans les archives de l'Académie. Sans doute, je n'ai pas bien cherché. Donc, je vous montre ce qu'Internet présente à tort comme la première photographie de la Lune, faite par M. John Draper à New York, sur la terrasse de son immeuble. Et cette photographie est très belle. Elle est faite peu après, donc en mars 1840. Vous voyez, les nouvelles sont allées entre Paris et New York. Et voilà la photographie. Et la photographie va continuer jusqu'à aujourd'hui avec des dispositifs de plus en plus sophistiqués. Voilà une photographie de Edwin Hubble, l'astronome qui utilise le plus grand télescope du monde à l'époque, 2,50 m de diamètre, à Los Angeles, en Californie, et qui est en train de photographier des galaxies. Des galaxies qui vont être la grande découverte de l'année 1929, puisque c'est la découverte
de l'expansion de l'univers. Je devrais plutôt dire, pour rendre justice à Georges Lemaître et George Friedman, qui ont calculé cette expansion avec précision 2 ans avant Hubble. Donc à la fois le calcul et l'observation nous donnent un univers en expansion. J'ai mis ici l'immense retentissement que les premières photographies de galaxies, puisqu'on sait maintenant depuis quelques années en 1929, que notre galaxie n'est pas isolée dans l'univers. Il y en a des dizaines pour Hubble, des centaines peu après, des milliers très vite et aujourd'hui des milliards. Donc ces photographies extraordinaires de galaxies extra-Voie lactée, si je puis dire, vont se répandre dans la presse. Voilà 2 clichés qui sont parus dans l'illustration, vers la revue L'Illustration, vers 1935, en pleine page, et qui montrent cette conjugaison de la découverte du ciel, qui est alors tout à fait nouvelle, et de la photographie. Alors je vais passer peut-être un peu plus vite, là, parce que le temps passe. La quête de la 3e dimension des images se poursuit, cette fois avec la distance des étoiles, toujours avec la règle le doigt et les yeux, mais cette fois en utilisant non plus la distance Bragg-Rome ou la distance entre l'œil droit et l'œil gauche, mais les 2 points les plus extrêmes, les plus éloignés de l'orbite terrestre, et en visant la même étoile. Et le schéma vous dit exactement la même chose. Et la première étoile dont on mesure enfin la distance, à l'exception du Soleil, bien sûr, qui est aussi une étoile, et l'étoile 61 de la constellation du Cygne. Pourquoi ? Parce qu'elle est proche, et elle se déplace assez rapidement dans le ciel, et donc elle s'est fait remarquer, si je puis dire, pour ces 2 raisons. Et voilà son observation, et on détermine ainsi, c'est Friedrich Bessel, un Allemand, qui en 1838 va déterminer la première distance d'une étoile, et puis beaucoup vont suivre, si bien que quelques décennies après, on a cette image du plan de la galaxie, du Soleil, et puis de toutes les étoiles voisines, et vous avez l'échelle, vous voyez, en quelques dizaines d'années-lumière, nous sommes bien entourés. Alors, dans cette observation des objets célestes, je n'ai pas prononcé le mot jusqu'à maintenant de nébuleuse. Il y a dans le ciel des objets qui visiblement ne sont pas des étoiles. Ils sont flous, étalés, parfois de grandes dimensions, comme les 2 nuages de Magellan que nous ne voyons que dans l'hémisphère sud et qui ont donc reçu ce nom après, à l'occasion du voyage de Magellan. Et nous savons aujourd'hui que ces nébuleuses sont des galaxies elles-mêmes. Mais les nébuleuses vont beaucoup intriguer Charles Messier. Qu'est-ce que c'est que ces objets flous qui parsèment la voûte céleste ? Ils étaient présents sur la première image du pôle sud que je vous ai montrée. Et Charles Messier va en faire le premier, un catalogue systématique en leur donnant des numéros qui sont toujours les numéros que nous utilisons aujourd'hui dans nos articles. Par exemple, la nébuleuse d'Orion. Fabry de Peiresc, un admirateur et un ami de Galilée avec lequel il correspond depuis Digne, dans le Midi, a appris les travaux de Galilée. Vous voyez, on est en novembre 1610, donc les nouvelles vont vite entre Padoue et la Sainte-Victoire, puisque c'est au sommet de la Sainte-Victoire que Fabry de Peiresc observe pour la première fois la nébuleuse d'Orion que Messier avait dessinée. Et au centre, vous avez le dessin de Messier avec les coordonnées, la magnitude des étoiles observées, et à gauche, les notes de Fabry de Peiresc. Cette nébuleuse d'Orion, on la voit très bien à l'œil nu, mais elle n'avait été décrite par personne jusque-là. Elle est dans la constellation d'Orion, quelque part.
baudrier d'Orion, c'est-à-dire les 3 étoiles qui sont là, et la nébuleuse est ici. On la voit très bien à l'œil nu. Voilà. Alors évidemment, cet objet moderne, eh bien le voilà, photographié, magnifique. On voit nuage de gaz, étoiles en formation. Enfin, voilà. Messier va donc jeter en pâture 100 nébuleuses qui vont se révéler de nature extrêmement différente, des objets très intéressants, très beaux d'ailleurs, comme cette photographie de l'un d'entre eux le montre. Alors, on arrive ensuite à la carte du ciel, c'est-à-dire toutes ces étoiles dans les 2 hémisphères, il va falloir en connaître la position. Ce sera la première entreprise mondiale de recherche scientifique, entreprise par l'amiral Mouchez, qui a une rue dans le 14e arrondissement aujourd'hui, qui était directeur de l'Observatoire de Paris, et qui va couvrir la Terre d'un certain nombre d'observatoires, chaque pays étant sollicité pour faire un petit bout de cette carte du ciel qui va donc se peupler progressivement au milieu, à droite, d'étoiles. Alors, beaucoup moins que le satellite Gaïa, c'est l'image du bas, mais beaucoup plus que l'œil nu, c'est l'image du haut. Voilà. Alors, j'aurais voulu vous parler aussi de la couronne solaire, ce moment si particulier des éclipses solaires, mais je vais passer parce que je dois maintenant arriver à ma conclusion. Cet espace que nous avons cartographié depuis Hipparque, Ptolémée, Copernic, Kepler, a toujours été conçu comme l'espace qui nous entoure, c'est-à-dire un espace dans lequel les 3 angles d'un triangle, la somme des 3 angles d'un triangle font 180 degrés, un espace que les savants appellent euclidien. Mais la nature n'a aucune raison d'avoir construit un univers qui soit un espace euclidien. Et de fait, la relativité générale, en 1915, nous apprendra que l'espace est courbe dès qu'il contient de la matière, une masse. Et cette inflexion de la géométrie de l'espace due à la présence de matière fait que les images astronomiques vont être déformées puisque les rayons lumineux, en fonction de la matière rencontrée sur leur chemin, vont nous donner une image. Nous sommes toujours dans les images, mais où la science des images doit être un peu raffinée pour nous rappeler que l'image que nous voyons ne correspond pas exactement à la réalité de l'objet dont on forme l'image. C'est le cas dans l'éclipse de soleil de 1919, où 2 étoiles mesurées par Eddington vont se révéler légèrement décalées par rapport à leur position quand elles sont observées 6 mois plus tard, distantes du Soleil. Et cet écart est interprété comme la courbure de l'espace due à la masse très importante du Soleil quand les rayons lumineux frôlent le bord du Soleil. Nous avons l'habitude d'images déformées dans des géométries comme ce miroir qui vous donne une image de la façade du Louvre déformée qui est un reflet réel mais à interpréter. Et voilà le numéro de New York Times dans lequel 12 wise men ont donné raison à M. Einstein. Voilà. No more in all the world could comprehend it, said Einstein, when his daring publishers accepted it. Voilà. Donc les images astronomiques sont des images infidèles. Et en voilà un exemple assez saisissant. C'est un amas de galaxies lumineux au premier plan, brillant, qui courbe la trajectoire de rayons lumineux qui viennent d'une galaxie qui, par chance, se trouve exactement alignée avec l'observateur terrestre. Donc la galaxie lointaine, l'amas très massif de matière qui est sur le chemin et l'œil ou la plaque photographique de l'observateur terrestre sont alignés. Et vous voyez ce qui reste de l'image de la galaxie d'arrière-plan, c'est ce cercle bleu. On voit bien, il y a des nuages sombres, ça ressemble un peu à la Voie lactée, simplement très déformé. Donc, ces lentilles gravitationnelles sont aujourd'hui actives dans tout l'univers que nous observons, de façon plus ou moins intense, très légère dans l'image de gauche, très forte dans l'image de droite.
Alors, nous construisons aujourd'hui des télescopes de taille de plus en plus grande. Vous avez ici la croissance depuis le télescope de Hubble, de Mont Wilson en 1920, jusqu'à celui que nous allons inaugurer en 2028, que j'ai présenté tout à l'heure. Tout ça pour recueillir plus de lumière, mais aussi pour voir plus de détails. Alors, il faudrait que je parle de l'optique adaptative, mais le temps est trop court, donc je n'en parle pas. Et il faudrait que je parle de l'informatique, je n'en parle pas. Et je conclus, pour ne pas abuser de votre patience, est-ce qu'on peut rêver des images de l'avenir ? Et je crois que la plupart de mes collègues partagent ce rêve, qui est aussi celui du public. L'étoile Proxima du Centaure est à 4 années-lumière, un peu plus, 4,5 de la Terre. Elle a 3 planètes, 2 pour sûr et une 3e probable. Elle s'appelle donc ABC. B, A c'est l'étoile, B, C et puis D éventuellement. Voilà la planète C. Et voilà sa trajectoire bien mesurée autour de l'étoile Proxima, entre avril 2018 et avril 2020. C'est un point lumineux, un point comme le point lumineux que voyait avant le télescope sur n'importe quelle planète, Vénus, Mars, Jupiter, un œil nu. Eh bien, nos grands yeux, que sont ces télescopes de 20 ou 30 mètres, ils ne voient pour l'instant que des points lumineux. Mais nous savons, parce que nous en connaissons la dimension, la masse, la densité, que ces points lumineux sont des objets qui peuvent avoir la taille de la Terre ou plus grands comme Jupiter, mais le rêve, eh bien, c'est d'en faire l'image. L'image comme serait celle de la Terre. Voilà l'image de la Terre qui a nourri nos rêves quand Antoine Labeyrie, autre membre de l'Académie des sciences, il y a maintenant 30 ans, nous a donné comme objectif de construire des instruments, ce que nous avons fait, qui un jour, dans les principes en tout cas, pourraient faire ces images. Ce n'est pas impossible. On peut imaginer que vers le milieu de ce siècle, les instruments des astronomes sauront, pour les planètes autour de l'étoile Proxima du Centaure, faire une telle image avec des nuages, des océans, des forêts ou rien. La question demeure ouverte. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement intéressant. Je crois qu'on a du temps pour prendre quelques questions. Je regarde la salle. Est-ce qu'il y a un micro qui circule ou est-ce que... Est-ce qu'il y a une question ? Pardonnez-moi d'avoir un peu dépassé mon temps. 6000 ans d'une histoire en 60 minutes de temps, c'est difficile. Je vais en profiter pour peut-être poser une question de départ, parce que récemment, on a vu des images qui sont aussi fascinantes, avec la première photo-image, on va dire, parce que c'est de la synthèse, finalement, d'un trou noir. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est un peu étonnant, mais c'est aussi quelque chose qui, je pense, dans sa formation est le résultat de la combinaison de beaucoup. C'est pas une image en tant que telle, c'est une image construite à partir d'une série d'observations. Voilà, j'aurais dû dire beaucoup de choses. J'aurais dû dire que l'observation du ciel ne se limite pas aux longueurs d'onde qui vont du bleu au rouge, de la lumière visible. Mais aujourd'hui, on utilise tout le spectre de la lumière, depuis les rayons gamma, rayons X, ultraviolets, la lumière visible par l'œil, bien entendu, elle a une sorte d'antériorité historique, comme vous l'aurez compris, et puis l'infrarouge et les ondes radio. Donc l'image à laquelle tu fais référence a été faite avec des ondes radio, mais le principe est le même, il suffit de la rendre compréhensible pour l'œil. Et de surcroît, pour avoir plus de détails, elle a été faite en combinant plusieurs télescopes, ce que l'on sait faire avec des ondes radio, ce que l'on sait aussi faire avec des télescopes optiques, ce que nous faisons tous les jours au Chili. Et c'est avec de telles combinaisons
qu'on peut penser un jour faire ces images d'exoplanètes. Alors je crois qu'il y a une question qui est là. Oui, s'il vous plaît, ce n'est pas une question sur les astres, mais sur le daguerréotype que vous nous avez mis. Alors peut-être celui de Daguerre lui-même est un an plus jeune, mais celui de 1840, est-ce que vous savez comment on a pu, avec donc des émulsions qui étaient débutantes à l'époque, c'est très net et visiblement l'appareil n'a pas suivi la course de la Lune. C'était impossible, je pense, en 1840 de construire quelque chose qui suive la course de la Lune. Donc comment on arrive à ce que ça soit net? Alors c'est un daguerréotype et pas une planche photo proprement dite. Je ne sais pas si vous avez l'info. Si. En 1840, les instruments astronomiques avaient des mouvements mécaniques entraînés en général par des poids, parce que les moteurs viendraient plus tard, mais très précis. L'horlogerie était admirable au XIXe siècle, hein, et il suivait le mouvement des étoiles. Et on pouvait régler la vitesse de ce mouvement d'entraînement du télescope ou de la lunette. Parce que c'est peut-être un quart d'heure ou une heure d'exposition, non? Facile? Non, parce que la Lune est très brillante. Je ne sais pas. C'est une question intéressante de poser quel est le temps de pause. Je n'ai pas trouvé ça dans le document que j'ai, mais je regarderai. Mais la Lune est très brillante, hein, donc c'était probablement quelques minutes, hein, certainement, mais aucune difficulté à suivre pendant quelques minutes avec un télescope. J'en profite pour vous dire que la grande lunette de l'observatoire de Meudon, qui date de 1895, vient d'être entièrement rénovée, remise en état. Elle sera bientôt ouverte à la visite. Et vous verrez en la visitant ce mécanisme entraîné par un poids avec un régulateur à ailette, comme on faisait, pour assurer la régularité du mouvement, capable de suivre très bien le mouvement céleste et donc de faire des photographies à longue pause. Mais je vérifierai le poids. Est-ce qu'il y a encore des questions, des remarques ? Non. Bah, écoutez, sinon, je pense qu'on va remercier de nouveau Pierre Léna et je rappelle que pour celles et ceux qui sont intéressés, donc le livre de l'Atlas historique du ciel de Pierre Léna et Christian Grattalou est ici et qu'il est offert à la dédicace par les auteurs. Et sinon, je donne rendez-vous le 3 mars pour la deuxième conférence de cette série Images des sciences, Sciences des images avec Marie-Paul Kenny.